c'est la période de croissance la plus forte et la plus longue de l'histoire du capitalisme. C'est 28 ans de croissance en tout, de 45 à 73. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une ligne droite, il y a eu des périodes de ralentissement économique, des périodes de plus forte croissance, il s'agit probablement du plus grand essor de production, de commerce, de sciences, de techniques, de toute l'histoire de l'humanité. Et l'étude du boom, forcément, c'est un sujet historique, mais pas seulement. Parce qu'en fait, connaître cette période, ça nous permet de répondre à de nombreuses illusions qui sont encore présentes aujourd'hui dans les rangs des organisations réformistes, et en premier lieu dans la France Insoumise et dans la CGT. Mais en fait, ça nous permet de répondre aux illusions qui sont présentes dans la tête de nombreux travailleurs et travailleuses de ce pays, parce qu'en fait, ces idées, ces illusions, elles ont traversé, elles sont diffusées bien au-delà des organisations réformistes de la CGT et de la France Insoumise. La période des 30 Glorieuses, elle a façonné la conscience des plus âgés, de ceux qui l'ont vécu, mais aussi de ceux qui ne l'ont pas vécu. Je pense que vous avez tous en tête au moins une conversation en famille où on vous parle du bon vieux temps. Le bon vieux temps où il y avait le niveau de vie augmenté, où l'État était fort, où il y avait le plein emploi, et où finalement on avait la conviction que l'avenir serait mieux qu'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est cette période des 30 Glorieuses, elle a renforcé l'illusion que le capitalisme, ce système, pouvait assurer un niveau de vie décent à la classe ouvrière. Mais en fait, ce qu'on doit dire, en premier lieu, c'est que c'était qu'une parenthèse, en réalité, la 30 Glorieuses. C'était une exception dans l'histoire du capitalisme. En tout cas, cet exposé, je pense qu'il doit nous permettre d'abord de comprendre les caractéristiques fondamentales des crises sous le capitalisme, ensuite d'expliquer quelles étaient les conditions politiques, économiques, sociales qui ont permis le développement des 30 Glorieuses, et enfin, et surtout, de répondre aux illusions keynésiennes et réformistes qui sont encore présentes largement dans le mouvement ouvrier aujourd'hui. Donc d'abord, un rappel sur la théorie économique marxiste et sur la compréhension des cycles du capitalisme. La première chose qu'on doit dire, c'est que les marxistes, à commencer par Engels et Marx, n'ont jamais nié le rôle progressiste que peut jouer ce système dans le développement des forces productives. Au contraire, Marx a décrit le capitalisme comme, je cite, « créant des merveilles qui surpassent de loin les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains et les cathédrales gothiques ». Le système capitaliste, il a permis la fin des privilèges féodaux, la fin des corporations, il a permis de développer le commerce à l'échelle internationale, il a développé l'industrie sans commune mesure, ça a développé la mondialisation des échanges, et ça a débouché sur un développement des forces productives sans précédent. Le système capitaliste, en fait, il a fourni la base matérielle du socialisme, d'accord ? Le capitalisme crée les conditions même de son dépassement. Et en cela, il est progressiste, en tout cas, il a joué un rôle progressiste. Marx expliquait aussi que les facteurs qui ont permis l'accélération des forces productives se sont progressivement transformés en leur contraire. Le premier point, c'est que le libre marché, vous avez sûrement dû déjà aborder cette idée, que le libre marché s'est transformé en son contraire, c'est-à-dire en d'immenses monopoles. La constitution des États-nations, ça a permis certes le développement du commerce, et on voit bien aujourd'hui
qui joue un rôle protectionniste, qui joue un rôle de frein, en fait, au développement des échanges entre les nations. Aussi et surtout, ça, encore une fois, c'est flagrant aujourd'hui, le libre marché, le système capitaliste, ça a produit une minorité d'ultra riches à un pôle et une majorité de pauvres à l'autre pôle. Donc si on regarde brièvement l'histoire du capitalisme, on peut dire que dès la période de 1850 à 1870, le capitalisme avait épuisé son rôle historique fondamental, son rôle progressiste. Il était déjà devenu un frein au développement des forces productives. Au passage, c'est pour ça que Marx et Engels traçaient des perspectives qu'on pouvait renverser rapidement le capitalisme pour établir une révolution socialiste. Mais en fait, c'était qu'un frein relatif au développement des forces productives. D'accord ? L'histoire de tout le XXe siècle l'a prouvé. Il y a eu un développement technologique, scientifique, c'est factuel. Et encore aujourd'hui, il y a des inventions technologiques qui pourraient développer des forces productives et déboucher sur un progrès important. Donc, en absolu, il y a eu un développement des forces productives, mais ça a été un frein relatif, dans le sens où ces inventions, ce progrès, auraient débouché sur un développement des forces productives beaucoup plus important dans le cadre d'une économie socialiste planifiée. Donc, après cette période de 1850-1870, il y a eu encore plusieurs périodes de croissance au XXe siècle et à la fin du XIXe. La première période, c'est la période de 1870 à 1914, où il y a une croissance surtout dans les pays les plus développés, les plus avancés. Il y a de nouvelles sources d'énergie qui sont utilisées, il y a une généralisation de l'électricité, il y a une utilisation accrue du pétrole, il y a le développement de l'industrie automobile à partir de 1908, il y a le développement de nouvelles industries, comme la sidérurgie, la chimie, et il y a une production de masse qui se développe, notamment avec une nouvelle organisation du travail, le taylorisme, pour exploiter encore plus la force de travail des salariés. Et cette période, vous le savez, elle a débouché sur la Première Guerre mondiale et la boucherie de cette guerre impérialiste. Deuxième période de croissance, après la Première Guerre mondiale, les années folles, les années 1920, période plus courte qui se finit avec le crash de Wall Street, la dépression qui la suit et la Seconde Guerre mondiale. Alors ces développements, ils ont été analysés principalement par Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui en fait a précisé dans ce livre les anticipations de Marx. En 1914, on peut dire que le monde, c'était plus le libre marché, le monde était dominé par de grands monopoles. Et le partage ou le repartage de ce monde ne pouvait que se faire à travers une guerre impérialiste. Et c'est ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale. La guerre, elle a montré très clairement que les facteurs qui avaient fait progresser le capitalisme constituaient désormais des obstacles massifs au développement de la société. On peut en citer deux principales, la propriété privée des moyens de production et l'État-nation. En fait, la Première Guerre mondiale, elle a inauguré toute une période de l'histoire qui est celle des guerres impérialistes, des révolutions et des contre-révolutions. Mais avant d'étudier les 30 Glorieuses, il faut d'abord en venir à la question suivante, qui est comment expliquer les crises du capitalisme. Le capitalisme, il rentre inévitablement en crise parce que la production, ou du moins l'essentiel de sa production, est détenue par le secteur privé.
c'est un système qui produit en direction des profits, qui produit pour le profit. En effet, comme l'a expliqué Marx, le profit, ça tombe pas du ciel, d'accord ? L'argent n'engendre pas l'argent, comme le pensent les banquiers. Le profit, il vient du surtravail de la classe ouvrière. De la même manière, les richesses proviennent du travail. Donc, une partie de la valeur que les travailleurs produisent par leur travail est reversée sous forme de salaire. Ce salaire, pour les capitalistes, il faut qu'il soit limité au minimum nécessaire pour que le travailleur soit maintenu en vie et puisse reproduire sa force de travail. Mais le reste de la valeur produite par le travailleur, c'est ce que Marx appelle justement le surtravail, est accaparé par les capitalistes sous forme de profit, sous forme d'intérêt ou sous forme de rente foncière. Je passe ici rapidement parce que vous avez une introduction à la théorie économique de Marx qu'on diffuse et que je pense vous l'avez lu. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que la classe ouvrière ne reçoit qu'une fraction de la valeur qu'elle produit. Le problème pour les capitalistes, c'est que leur système, il est basé sur la vente des marchandises. Et que ces marchandises, ils vont principalement les vendre aux travailleurs, aux masses. Et ils ne peuvent réaliser leur profit que si ils vendent ces marchandises. Or, je vous l'ai dit, les principaux acheteurs des marchandises, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Et du coup, les travailleurs qui ne touchent qu'une fraction qu'une part de la richesse qu'ils ont créée, c'est-à-dire le salaire, ils ne peuvent acheter l'ensemble des marchandises qui sont sur le marché. Alors là, on pourrait nous faire une objection et nous dire, mais alors, pourquoi il n'y a pas de crise permanente sous le capitalisme ? En fait, les capitalistes, ils ont des outils, des moyens pour retarder les crises de surproduction. D'abord, l'économie n'est pas seulement tournée vers des biens de consommation. D'accord ? Il y a toute une série de productions qui est destinée à produire des usines, à produire des infrastructures, à produire des robots. D'accord ? Donc ça retarde, d'accord, le phénomène de surproduction. Il y a aussi deux autres grands moyens pour différer les crises, qui sont exporter les marchandises, d'accord, ou exporter des capitaux, et deux, le développement du crédit. Mais ces solutions ne sont que des solutions à court terme. In fine, et on le voit dans toute l'histoire du capitalisme, les périodes de croissance finissent toujours par une crise économique. C'est ce qu'on appelle les crises de surproduction, et toutes les crises du capitalisme, même si elles ont des formes, des dynamiques différentes, elles ont toutes cette caractéristique fondamentale d'être des crises de surproduction. Donc, il y a deux conclusions majeures de la théorie marxiste sur les crises du capitalisme. La première, c'est qu'il n'existe pas de crise finale du capitalisme. Les capitalistes trouvent toujours un moyen, soit en exploitant plus à fond les marchés déjà existants, soit en essayant de gagner d'autres marchés, mais ils trouvent toujours un moyen pour dépasser les crises dans lesquelles dans lesquelles ils sont. D'accord ? Il y a toujours des solutions. Hein, soit l'attaque des travailleurs, comme on le voit très bien aujourd'hui, ils attaquent les conditions de travail, ils retardent les retraites, ils augmentent les journées de travail, ils baissent les salaires, soit ils organisent des guerres pour gagner des parts de marché. Le deuxième point, c'est que le système capitaliste ne peut échapper à des crises économiques. D'accord ? Le cycle boom-récession, c'est la respiration normale du système capitaliste. Donc les politiques économiques, par conséquent, elles peuvent seulement modifier le rythme et l'amplitude de ces cycles, d'accord, de ces phases.
mais elles ne peuvent pas faire plus que cela. Et ça, c'est valable pour toutes les politiques économiques, y compris les politiques keynésiennes, comme on va le voir. Bien souvent, d'ailleurs, les conditions qui permettent aux capitalistes de sortir d'une crise deviennent les causes de la crise suivante. Donc, j'arrive justement, et c'est une première question, comment on peut expliquer le redressement économique après la guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale. En fait, pour répondre à cette question, on ne peut pas seulement se concentrer sur des facteurs qui sont purement économiques. Cette méthode, d'ailleurs, elle est souvent utilisée par les réformistes et les économistes bourgeois, et c'est une erreur parce que le développement économique est intrinsèquement lié, en réalité, avec le domaine social, politique, etc. Juste un exemple pour sortir de l'histoire des Trente Glorieuses, mais quand Jean-Luc Mélenchon, il a cette manie de toujours faire le chiffrage de son programme. Souvent, j'en suis sûr que vous êtes passé sur « alors, quand je serai au pouvoir, on aura ça comme recette, ça comme revenu ». Alors, d'un point de vue statistique et de l'arithmétique, je lui fais confiance, ça doit être juste, mais c'est tout à fait abstrait d'un point de vue de la lutte des classes. Parce que l'élément décisif, ça sera la lutte des classes, précisément. La grève des investissements des capitalistes, la capacité des travailleurs à combattre, c'est ça l'élément décisif. Donc nous, quand on étudie les crises du capitalisme, on doit toujours lier les facteurs économiques pour bien les comprendre au développement de la lutte des classes et au développement politique et sociaux. Donc je reviens justement à la période d'après-guerre, et en fait justement pour comprendre le rétablissement du capitalisme après 1945, il faut justement étudier les développements politiques de cette période. Après la guerre, on voit comme lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit une période d'intensification de la lutte des classes. Il y a des luttes massives en Grèce, en Italie, en France, en Europe de l'Est et en Chine. Mais les actions des staliniens et des sociodémocrates a conduit toutes ces révolutions ou tous ces mouvements à soit un reflux, soit à la canalisation de ces mouvements dans une voie réformiste. Ted Grant, il a souligné que c'est précisément la trahison des dirigeants staliniens ou des sociodémocrates en Europe occidentale qui a créé en fait les prémices politiques pour le rétablissement du capitalisme. En fait, il y avait dans cette période un réel potentiel révolutionnaire et les masses, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, aspiraient en fait à une révolution socialiste. J'ai pas le temps d'aborder cette question, mais en France, c'est parfaitement clair. Le PCF, le Parti communiste français, après 1945, avec l'autorité qu'il avait acquis lors de la résistance, aurait pu prendre le pouvoir à cette période. Mais ce n'étaient pas des révolutionnaires, c'était des staliniens. Et ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Donc, pour les masses, il n'y avait pas d'alternative politique claire aux dirigeants staliniens ou sociodémocrates. Les dirigeants de la quatrième internationale, eux, ils répétaient les perspectives de Trotsky d'avant la guerre. Et en fait, ils s'attendaient à ce que la guerre se termine inévitablement par une crise massive et une révolution socialiste. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que puisqu'il n'y avait pas eu de révolution socialiste, la guerre n'était pas terminée. D'accord ? Parce que, comme raisonnement formaliste, je pense que vous ne pouvez pas trouver pire. Mais en fait, c'était un abandon complet de la méthode du marxisme. Parce que le marxisme, ce n'est pas de répéter des vieilles formules, mais c'est de corriger et de comprendre la situation présente. Je vous donne juste, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, sur les erreurs des dirigeants de la quatrième internationale, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Mais je vous donne juste une citation d'Ernest Mandel, qui était un des principaux dirigeants de la quatrième internationale, et qui déclarait
en 1947, je cite, « La situation de l'économie britannique n'est pas celle d'un boom. Si l'on veut donner à ce terme la signification que les marxistes lui ont toujours donnée. » Il poursuit, « Le capitalisme britannique ne connaîtra plus jamais de boom économique. » Et encore, sa perspective, c'était donc une stagnation ou la récession dans toutes les économies européennes. Donc ça s'est révélé complètement faux, mais le problème, c'est qu'au lieu de corriger cette erreur, il a poursuivi cette erreur, et quand il s'est rendu compte, au bout d'un moment, tout de même, c'était difficilement tenable de tenir ça, ils ont fait un virage à 180 degrés, et ils se sont adaptés aux illusions réformistes, en expliquant que finalement, le capitalisme avait trouvé un moyen d'échapper aux crises de surproduction. Donc, pour soutenir cet argument, ils donnaient plusieurs explications qui étaient toutes erronées. Ils expliquaient que, avec le niveau élevé des dépenses militaires, ça permettait de trouver un débouché aux marchandises, et du coup, ça permettait d'échapper aux crises de surproduction. Ils ont soutenu qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les dépenses militaires avaient éliminé toute forme de crise de surproduction. Pour eux, la conclusion politique, justement, de cette situation économique, c'était que la classe ouvrière ne se révolterait plus pour des questions de crise d'exploitation, mais qu'elle se révolterait sur des questions d'aliénation, etc. Donc, leur perspective économique, elle se traduisait aussi par des perspectives politiques qui étaient fausses, puisque Mandel, il avait un peu de mal avec, enfin en tout cas, il n'avait pas de chance avec les perspectives. Puisque juste avant mai 68, il expliquait justement que la classe ouvrière française n'était pas prête à la lutte, que la classe ouvrière française s'était embourgeoisée, et que par conséquent, il y avait une stabilité politique, etc., et qu'il fallait miser surtout sur la jeunesse. Pas de chance, juste après, il y a eu le plus grand mouvement de grève réunissant plus de 10 millions de travailleurs et de travailleuses en France dans une grève en mai 68. Donc, pour revenir à la période d'après-guerre, et je ferme la parenthèse sur les erreurs des dirigeants de la 4e internationale, l'élément central, c'est l'absence d'une direction révolutionnaire capable de mener les travailleurs au socialisme. Et cette absence de direction révolutionnaire, elle a permis au système capitaliste, à la classe dirigeante, de rétablir une stabilité politique puis économique. Donc c'est cette stabilité politique qui a favorisé la croissance économique des années 50 et 60. Il existe d'autres facteurs qui expliquent cette stabilité et cette croissance, cette période d'expansion dans les années 50-60. Et Ted Grant, dans un article qu'il a publié en 1960, y aura-t-il une récession, qu'on n'a pas encore traduit, l'explique très bien. Il donne une série de facteurs. Le premier, c'est sûrement le plus important, c'est qu'il a fallu, après la guerre, reconstruire ce qui avait été détruit. C'est pas un hasard, au passage, si les pays qui ont connu la plus forte croissance, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, ce sont aussi les pays qui ont été quasiment rasés lors de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, les effets des destructions de la guerre, ils ont disparu seulement en 1958. Donc 12 ans après la guerre, il y avait encore des conséquences d'un point de vue économique, d'accord, sur la croissance. Donc ça, c'est le premier point, c'est que la guerre, forcément, a engendré des destructions qui a permis un nouveau cycle de croissance du capitalisme. Un autre point, c'est le développement de nouvelles industries, justement, qui ont été développées lors de la guerre, puis ensuite ont été développées de manière plus générale. Il y a aussi un développement de la science, de la technologie, des nouvelles méthodes dans l'organisation du travail qui ont été étendues. Par exemple, en France, les méthodes
de Fordisme et de Taylorisme ont été développés à grande échelle après, justement, 1945. Donc forcément, ça a entraîné des gains de productivité. Il y a aussi des décisions politiques. Les gouvernements du monde entier ont adopté des politiques keynésiennes. Ça s'est traduit par une augmentation des dépenses publiques. Et donc, ça a stimulé l'investissement et la demande. Et sur ce point, d'ailleurs, les travaillistes ou les organisations réformistes de gauche, comme la droite, en fait, ont appliqué des politiques keynésiennes relativement similaires. Ça a entraîné une augmentation du niveau de vie, le plein emploi, et par conséquent, ça a renforcé les visions réformistes avec des partis et des syndicats réformistes qui étaient très puissants. Il y a aussi un autre facteur, c'est la domination des États-Unis après-guerre sur l'ensemble du bloc occidental. Les États-Unis sont sortis évidemment renforcés de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait eu aucune guerre sur leur territoire. Ils ont développé le plan Marshall. Vous savez, c'est les prêts des Américains, justement principalement aux pays européens. Donc ça a renforcé les investissements dans l'industrie sur le continent européen. Mais bien sûr, les Américains, ils prêtaient pas sans contrepartie. Et la contrepartie, c'est que les pays européens qui avaient obtenu des subventions devaient acheter les marchandises américaines. Donc ça a stimulé en fait les échanges internationaux. Ça, c'était une condition préalable à la subvention du plan Marshall. Donc de manière générale, c'est les Américains en fait qui fixaient les règles du jeu économique avec le système monétaire de Bretton Woods. Et le dollar, c'est à ce moment-là que c'est devenu la monnaie de référence. Il y a eu aussi d'énormes dépenses militaires, c'est vrai, c'est un des facteurs. Ça a entraîné une augmentation du capital fictif, d'accord ? Si on regarde le PIB après-guerre de la Grande-Bretagne et des États-Unis, il y a environ 10% du PIB qui était orienté vers des dépenses militaires. Enfin, il y a eu les révolutions coloniales dans cette période. Ça a permis de développer l'industrie dans des territoires où il n'y avait absolument pas de développement industriel. Et inversement, il y a eu une augmentation de la demande des matières premières dans les pays développés et les pays moins développés ont répondu à cette demande. Donc tous ces facteurs ont interagi entre eux, se sont nourris les uns les autres, et ça a créé le cercle vertueux des 30 Glorieuses. Il faut quand même souligner l'élément central, et Ted Grant le soulignait, c'est que l'élément déterminant, c'était l'augmentation considérable de la productivité du travail et donc de la rentabilité du capital. Donc, il y a un point à retenir en priorité, à mon avis, c'est que cette période de croissance, les 30 Glorieuses, elle n'a été rendue possible que par la Seconde Guerre mondiale. Et quand les réformistes rappellent les 30 Glorieuses, etc., il faut quand même leur rappeler que juste avant, ça a été la plus grande barbarie de toute l'histoire de l'humanité. C'est important d'insister sur ce point. Il y a un autre aspect, c'est que les énormes déficits qui ont été faits par les politiques keynésiennes dans les années 50, dans les années 60, elles étaient permises parce qu'il y avait une croissance. Pas une croissance de 2-3%, une croissance allant de 6 à 10%. C'est ça qui permettait à l'État, Providence, d'avoir des politiques de dépenses sociales, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour ces politiques parce qu'il n'y a pas de croissance de 6 à 10%. La perspective pour toutes les économies, c'est la stagnation ou une croissance faible. Donc, j'aborde un autre aspect, c'est du coup d'où viennent les erreurs des keynésiens. En fait, ils ont une mauvaise compréhension des crises du capitalisme. Pour eux, les crises économiques, elles viennent d'une absence de demande effective. Par conséquent, il faudrait stimuler cette demande
augmenter le revenu des travailleurs, et ça permettrait du coup d'augmenter la demande et donc la production. Donc l'intervention de l'État, en stimulant la demande, ça permettrait de résoudre les crises du capitalisme. Le problème, c'est que dans une économie dominée par la propriété privée, l'État, il crée pas les richesses. D'accord ? Il peut prendre l'argent, il peut répartir les richesses, mais il peut pas les créer de toutes pièces. L'État, il dispose de trois possibilités. La première, c'est d'augmenter les recettes par l'impôt. La deuxième, c'est d'utiliser l'emprunt. Et la troisième, c'est de faire marcher la planche à billets. S'ils veulent augmenter les recettes, concrètement, les recettes de l'État, soit ils taxent les capitalistes, mais dans ce cas, ça réduit les profits, et si les capitalistes voient leurs profits se réduire, ils diminuent l'investissement et donc la production. Donc ce n'est pas une solution à long terme. Deuxième solution, c'est de taxer les travailleurs. Mais là encore une fois, en taxant les travailleurs, ça réduit leur pouvoir d'achat et donc ça réduit la demande. La dernière solution, c'est justement de faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire d'accroître la circulation monétaire en la déconnectant de la production réelle d'une société donnée. Mais ça crée l'inflation qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation généralisée des prix. Donc ça, c'est pas une bonne chose pour l'économie, parce que ça réduit le pouvoir d'achat des travailleurs, et donc ça réduit encore une fois la demande. Et surtout, si les travailleurs ils voient les prix augmenter, etc., la réflexion, c'est d'accord, les prix augmentent, mais nos salaires aussi. Et ça, c'est précisément le phénomène inflationniste des années 70 qui, dans un pays après l'autre, a entraîné une vague en fait de lutte des classes et de grèves massives. D'accord ? Dans les années 60-70, il y avait des taux d'inflation qui allaient jusqu'à 30%. Donc c'était une inflation vraiment importante. Donc comme je l'ai dit, cette inflation, elle a entraîné une vague de lutte des classes. Et ça a montré, à la fin des années 60 déjà, les limites en fait de la régulation de l'État dans une économie capitaliste. Donc on arrive à la crise pétrolière de 73-74. Et souvent les économistes bourgeois, ils expliquent que justement c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, d'accord ? C'est la crise pétrolière qui met fin aux décennies de croissance et d'expansion. En réalité, c'est le boom économique, précisément, qui a préparé le terrain pour la crise des années 70. En fait, les solutions keynésiennes, elles se sont transformées en un problème. La crise pétrolière, c'est seulement l'accident qui a provoqué la crise. Certes, la crise pétrolière, ça a aggravé la situation. L'embargo pétrolier, ça a provoqué une flambée des prix. Ça a conduit à des déficits énormes et des défauts de paiement. Mais c'était l'accident qui exprimait la nécessité. En fait, il y avait plusieurs symptômes qui annonçaient la crise de 73. Le plus notable de ces signaux, c'était justement, j'en ai déjà parlé, c'était l'émergence de mouvements de grève importants en France, en Italie. Et en fait, ces mouvements-là, ils montraient bien que ça annonçait en fait le début d'une vague de lutte des classes beaucoup plus importante. Donc j'ai dit au tout début que le niveau de vie des masses en général s'était amélioré. Oui, c'est vrai, si on prend des chiffres très simples, entre 1958 et 68, le nombre de propriétaires de voitures a doublé en France. Il y avait également 2 fois plus de machines à laver dans les foyers, 3 fois plus de réfrigérateurs. Donc ça, objectivement, c'était une amélioration.
Par exemple, il y avait aussi 1 million de maisons secondaires qui avaient été achetées dans cette période. Mais il y avait aussi, en réalité, de grandes disparités. Il y avait de larges couches de travailleurs qui n'avaient pas du tout bénéficié de ces avancées. Par exemple, les grèves de juin 36, elles avaient arraché temporairement la journée de 40 heures, la semaine de 40 heures. Journée de 40 heures. Ils n'ont pas encore réussi à nous faire ça, les capitalistes. Mais une semaine de 40 heures, ça a été arraché à l'époque par les travailleurs. En 68, le temps de travail moyen, c'était 45 heures. Il y avait des salariés qui travaillaient jusqu'à 48, voire 50 heures par semaine. Il y avait des cadences infernales qui étaient imposées dans les entreprises. Sur les chaînes de production, les travailleurs immigrés étaient séparés des travailleurs français. Il y avait des millions de travailleurs qui touchaient des salaires misérables. Il y avait 6 millions de personnes qui étaient sous le seuil de pauvreté, 3 millions qui logeaient dans des bidonvilles aux frontières de Paris. Entre 1960 et 68, le chômage il avait augmenté de plus de 70%, atteignant en 68 500 000 chômeurs. Donc tout ça, tous ces éléments, ça constituait des symptômes, annonciateurs de la crise de 73. Donc la crise pétrolière, elle éclate finalement le 17 octobre 1973, lorsque l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décide d'un embargo pétrolier contre les pays qui soutenaient Israël dans la guerre du Kippour. Là encore, on voit que l'accident qui a provoqué la crise économique, c'est pas un facteur purement économique. Donc, ça souligne bien la nécessité de lier toujours les questions économiques avec en fait des perspectives politiques justes. Cet embargo, il a eu des conséquences importantes. La production industrielle a chuté de 10% entre 1974 et 1975. Davantage encore dans les pays comme les États-Unis et le Japon. Les marchés boursiers ont plongé. Au Royaume-Uni, par exemple, les bourses ont chuté de plus de 50% dans cette période. Il y a des banques qui se sont effondrées, notamment la banque Erste en Allemagne, le 26 juin 1974. Et du coup, pourquoi ? En fait, c'est toujours la même réponse. Il y avait trop, au regard des capacités, des marchés, à acheter les marchandises qui étaient justement sur ces marchés. Résultat, les marchandises invendues s'accumulent, les investissements chutent, le chômage explose, et ce qui diminue davantage encore la demande des salariés. Donc on voit bien qu'après la crise de 73, de nouveau, le système capitaliste est entraîné dans un cercle vicieux. Aux États-Unis, par exemple, l'utilisation globale des capacités productives, en 66, elle était autour de 90%. En 75, elle chute à 65%. Donc on voit bien ici qu'on retrouve en fait la caractéristique fondamentale de toutes les crises du capitalisme, c'est-à-dire que c'était une crise de surproduction. Les années 70, du coup, elles sont caractérisées par une période de stagflation, c'est-à-dire une faible croissance avec un chômage élevé et une forte inflation. Pour les keynésiens, cette situation, c'était impossible. D'accord ? S'il y avait une inflation élevée, ça voulait dire qu'il y avait une forte demande. Or, dans les années 70, il y avait une faible demande et une inflation élevée. Par conséquent, la classe dirigeante a jeté à la poubelle les politiques keynésiennes, et c'est là que les réformistes parlent du tournant néolibéral. Mais en fait, les politiques néolibérales, c'était juste les politiques dont la bourgeoisie avait besoin pour rétablir la rentabilité du capital. Il fallait des attaques massives contre la classe ouvrière, les syndicats, il fallait des privatisations, il fallait, de manière générale, la réduction des dépenses sociales de l'État. Et ici, ça nous amène à un point important.
Ce qui justifie le tournant libéral des années 70, ce n'est pas une question idéologique ou culturelle, comme on l'entend souvent à gauche. À écouter Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression c'est la classe dirigeante, la bourgeoisie, elle s'est levée un matin et elle s'est dit si on changeait de politique, on arrête les politiques keynésiennes et on fait des politiques monétaristes. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En réalité, si les capitalistes ont changé de politique, c'est pas pour des considérations culturelles ou idéologiques. Ça reflétait en fait une nécessité du point de vue de leur propre système, de leur propre système. En fait, le tournant néolibéral, c'est une conséquence de la crise pétrolière des années 73-74. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important pour répondre justement aux réformistes. Le tournant dans les politiques économiques de la classe dirigeante, c'est en premier lieu lié au ralentissement économique des années 70. C'est pas une question idéologique ou culturelle. En tout cas, en premier lieu, c'est une question économique qui l'a déterminé. C'est-à-dire le ralentissement de l'économie dans les années 70. Donc, pour résumer, il y a 3 points sur lesquels, à mon avis, on doit insister. Le premier, c'est de comprendre les conditions particulières qui a permis le développement des 30 Glorieuses. C'était des conditions en réalité qui étaient assez uniques. Les 30 Glorieuses, c'est pas la règle, c'est justement l'exception. C'est très peu probable en réalité que ces conditions-là se reproduisent pour une raison, il y en a d'autres, pour une raison principale, c'est que à l'heure actuelle, une 3e guerre mondiale s'est exclue au moins à court et moyen terme. Donc ça, c'est le premier point, c'est que les 30 Glorieuses, c'était une période exceptionnelle, c'était pas la règle sous le capitalisme. La deuxième, c'est que les mesures keynésiennes ne sont pas une solution à la crise actuelle. Pour une raison essentielle, mais il y en a d'autres, c'est que, la dette est beaucoup trop importante aujourd'hui, et surtout que la croissance d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la croissance des années 50 et 60. Et précisément, c'est cette croissance-là qui permettait des dépenses sociales élevées. Au passage, on voit bien que les politiques, après le Covid, de relance qui ont été mises en place à l'échelle mondiale, elles n'ont pas débouché sur une amélioration des conditions de vie des gens. Non, elles ont débouché sur une phase d'inflation et d'augmentation généralisée des prix. Donc sur la base du capitalisme, il n'y a pas de bonne politique du point de vue des travailleurs. On ne peut pas bricoler le capitalisme, on ne peut pas lui donner un visage humain. Ça, c'est les illusions des réformistes, mais ce n'est pas la réalité. Enfin, dernier point, il faut comprendre les lois de l'économie, il faut comprendre la nature des crises sous le capitalisme pour tracer la voie au véritable progrès de l'humanité, qui est, vous le savez, la socialisation des moyens de production sous le contrôle démocratique des travailleurs. En fait, seul un contrôle rationnel sur l'économie peut mettre fin aux crises économiques. Sous le capitalisme, il y aura toujours des crises économiques, des crises de surproduction. Donc, pour terminer, c'est la compréhension d'un point de vue théorique des crises de l'économie qui nous amène justement aux conclusions révolutionnaires qu'on tire, c'est-à-dire que le capitalisme ne peut pas être transformé de l'intérieur, comme le prétendent les réformistes, il doit être renversé, et c'est précisément cette tâche révolutionnaire qui nous attend dans la période à venir. Et j'ai terminé.